Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition de 13h à la une de l'actualité de ce vendredi. À New York, dans le cadre de la 80e Assemblée générale des Nations unies, le ministre d'État Patrick Achi a été reçu en audience par plusieurs chefs d'État africains. Ces rencontres ont permis de renforcer la coopération régionale et de discuter des enjeux sécuritaires et économiques qui concernent la sous-région. À un mois du scrutin présidentiel du 25 octobre, la Côte d'Ivoire déploie une force de sécurité massive. Au total, 44 000 agents des forces de l'ordre, gendarmes, policiers et militaires seront mobilisés pour assurer la paix et la sécurité durant toute la période électorale. Et puis, la capitale malgache, Antananarivo, connaît un mouvement de contestation populaire face aux fréquentes coupures d'eau et d'électricité. Après une journée de manifestations violentes réprimées par les forces de l'ordre, la ville reste marquée par des pillages et un couvre-feu nocturne est en vigueur pour tenter de rétablir l'ordre. Merci de regarder RTI 1 le 25 octobre à New York dans le cadre de la 80e Assemblée générale des Nations unies. Le ministre d'État Patrick Achi a rencontré plusieurs chefs d'État de la sous-région ouest africaine, du Sénégal au Libéria en passant par le Ghana et la Guinée-Bissau. Ces audiences ont permis de renforcer les liens historiques, d'évoquer la coopération économique régionale ainsi que les défis sécuritaires communs. Ces échanges s'inscrivent surtout dans la dynamique de promotion de la paix et du développement sur le continent africain. Envoyé spécial à New York, Amy Sissoko. En marge de la 80e Assemblée générale de l'ONU à Manhattan, à New York, la Côte d'Ivoire a multiplié les rencontres diplomatiques conduites par le ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, Patrick Achi. Accompagné du ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, et du ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou Adom, la délégation ivoirienne a été reçue par plusieurs chefs d'État de la sous-région. Reçu par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, le ministre d'État Patrick Achi a porté un message du président Alassane Ouattara saluant les relations d'amitié entre Abidjan et Dakar. Avec le président libérien Joseph Boakai, les discussions ont mis l'accent sur le renforcement des liens économiques et la coopération sécuritaire face aux menaces communes. Le ministre d'État a également rencontré le président ghanéen John Dramani Mahama. Ensemble, ils ont évoqué la mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique, le projet d'autoroute Abidjan-Accra et la coopération bilatérale dans divers secteurs. Avec le président de Guinée-Bissau, Omaro Sissoko Mbalo, il a été question de la consolidation des échanges commerciaux et de l'engagement commun contre le terrorisme. Ces audiences illustrent la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de raffermir la solidarité ouest africaine et de donner une voix forte à la sous-région sur la scène internationale. La solidarité, levier essentiel de l'unité nationale pour la 18e édition de la Journée nationale de la solidarité. Le Premier ministre Robert Beuré-Mambé était à Songon, dans les villages d'Audouin-Beugreto et Audouin-Assandin. Une célébration placée sous le signe du partage, de l'entraide et de la cohésion sociale. Le reportage de Jean-Luc Bangbo et Adama Kéré. Au rythme des chants et des danses, les populations d'Audouin-Beugreto et d'Audouin-Assandin ont accueilli la Journée nationale de la solidarité. Une fierté pour ces deux villages, nichés entre la lagune Ébrié et la mer, érigés pour un jour en capitale nationale de la solidarité. Cette 18e édition de la Journée nationale de solidarité qui se tient à Audouin est pour nous une démarche humaniste, un devoir social pour faire prendre conscience que tous nous appartenons à la même communauté. Dont en vivres, équipements agricoles, tricycles, broyeuses, autant de gestes concrets pour renforcer les capacités des populations et améliorer leur quotidien. La solidarité se veut ici action et partage, mais aussi engagement durable. Dans un monde où l'individualisme se fait présent, où les replis identitaires s'accentuent, la solidarité devient un acte de résistance, une réponse humaine à des défis collectifs. Être solidaire, c'est tendre la main à celui qui chancelle, écouter en silence celui qui souffre, donner, même un peu,
quand l'autre n'a rien. Ce n'est pas seulement un geste, c'est un état d'esprit, une culture de l'attention, une posture d'humanité. La ministre Bellemonde Dogo a également fait le bilan de la solidarité gouvernementale au cours du premier semestre 2025. Au total, ce sont plus de 246 000 personnes en détresse qui ont été prises en charge par le gouvernement, soit plus de 41 000 ménages. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a salué l'engagement des communautés, les invitant également à être les ambassadeurs d'une solidarité vivante pour construire une Côte d'Ivoire forte, inclusive et solidaire. Soyons tous solidaires entre nous les Ivoiriens, parce que nous ne sommes qu'une seule famille dans ce pays, une seule famille. Et notre plus grande richesse, c'est vous. Votre plus grande richesse, c'est peut-être nous aussi, à condition que nous soyons toujours à vos côtés pour répondre quand vous avez besoin de nous. Entre tradition, fraternité et engagement, la Journée nationale de la solidarité trouve tout son sens. Un moment d'unité et de partage qui illustre la volonté du gouvernement de ne laisser aucun Ivoirien au bord du chemin. La Côte d'Ivoire et le Gabon unissent leurs forces pour booster le financement du développement. Un forum d'affaires se tiendra le 9 et 10 octobre prochain à Libreville avec pour objectif principal la promotion du co-investissement entre les deux pays. Ce rendez-vous économique lancé mardi à Abidjan au plateau par les centres de promotion des investissements vise à révolutionner les échanges commerciaux et à capter plus de 3 000 milliards de francs CFA. Le CPC et l'ANPIG ont présenté les secteurs clés d'investissement à privilégier. On en parle avec Léon Brou. Le CPC est l'institution gabonaise sœur de promotion des investissements ensemble les 9 et 10 octobre 2025 à Libreville pour des contacts et partenariats d'affaires entre opérateurs économiques ivoiriens et gabonais. À l'honneur, 7 domaines d'activité, mines, énergie, industrie digitale, infrastructure, agriculture et agro-industrie. Avec comme articulation le manganèse, qui dès 2029 ne sera plus exporté en tant que matière première brute. La question du poulet de chair, qui représente 300 000 tonnes de consommation chaque année au Gabon, et en importation en valeur 50 milliards de francs CFA chaque année. À partir de 2027, le Gabon ne va plus importer le poulet de chair. Au total, le Gabon, c'est un marché d'au moins 3 000 milliards pour les 5 prochaines années et la Côte d'Ivoire, un plan national de développement de 59 000 milliards de nos francs à boucler ainsi qu'une somme d'expertise à valoriser. Le Gabon est en train de faire un bond gigantesque en termes d'infrastructure et donc il y a vraiment des grosses opportunités. Côte d'Ivoire va se placer comme un hub aujourd'hui du digital, de l'intelligence artificielle et donc c'est important de pouvoir partager cette expertise avec le Gabon, mais aussi développer cette synergie avec les startups. Pas qu'une mise en commun des deux écosystèmes économiques, le Forum d'affaires Côte d'Ivoire-Gabon pour le financement du développement des deux pays, donc pour révolutionner les échanges commerciaux, pour ainsi renforcer les relations bilatérales vieilles de 52 ans entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Toujours au chapitre du développement, la région des Grands Ponts s'apprête à recevoir plus de 1 000 milliards de francs CFA d'investissement. Avant le lancement officiel des travaux prévus en 2026, le ministre-gouverneur du district des Lagunes mène une tournée d'information auprès des populations locales. Sa récente étape chez le peuple Haïzi dans le département de Jacquesville visait à partager les détails de ce projet majeur qui appelle à un développement significatif pour la région. Victorine Yaoyoboué. Le ministre-gouverneur du district de Lagune en visite dans la sous-préfecture d'Atoutoua. Le message de Vincent Essolouès au peuple haïti installé sur les berges de la lagune ébriée. Le potentiel économique et touristique de la région des Grands Ponts séduit de plus en plus d'investisseurs étrangers. De bonnes perspectives pour le développement socio-économique des Grands Ponts. Les Chinois et les Canadiens veulent venir investir la bagatelle de 1 000 milliards de francs CFA. Le premier gros projet, c'est le projet de la construction de la nouvelle ville d'Adouko, ville écologique. En dehors de ça, une usine de traitement des déchets ménagers, pour produire de l'électricité propre.
plus de 3000 emplois directs et une dizaine de milliers d'emplois indirects. Et SOLOES fait mention également de la réalisation, cette fois-ci par l'État, d'une université et d'un CHR, centre hospitalier régional dans les Grands Ponts. Des nouvelles qui viennent combler les attentes du peuple haïtien. Tellement de bonnes nouvelles que nous aussi, nous osons croire. Nous osons croire, peuple haïtien, que dans peu de temps, nous allons aussi nous réjouir. Parce que nos peines, nos douleurs trouveront une réponse avec vous. Le district de Lagune couvre 3 régions, les Grands Ponts, Lamé et la Yébi-Tiessa. À l'approche de la présidentielle, le ministre-gouverneur prévoit une tournée dans tout le district de Lagune pour un scrutin apaisé. À Abidjan, la 2e édition de la foire africaine du bio a réuni producteurs, artisans et consommateurs autour d'un objectif commun, valoriser les produits biologiques et encourager le consommer local. Une initiative en faveur d'une agriculture durable et d'une alimentation saine. Yona Dianoré, Martha Kissi pour le commentaire. Stand coloré, ateliers interactifs, les participants aux foires découvrent une large gamme de produits biologiques. La foire africaine du bio, c'est un événement qui fait la promotion des industries locales, d'une agriculture durable et d'un développement durable. C'est aussi l'occasion d'échanges entre experts et consommateurs sur les bienfaits du bio et en ligne de mire, proposer des solutions agricoles innovantes. Nous sommes à cette foire du bio et nous sommes là pour faire la promotion de ces produits et demandons aux consommateurs de se tourner vers les produits bio qui contribueront à la réduction de plusieurs maladies et du bien-être du consommateur. Avec plus d'une vingtaine d'exposants, cette 2e édition de la foire africaine du bio confirme l'engagement de l'Afrique en faveur d'une agriculture durable et du consommé local. Je vous le disais en ouverture de cette édition, à un mois de l'élection présidentielle, l'opération Espérance menée à Yamoussoukro teste la réactivité des forces de l'ordre. Au total, 44 000 agents, gendarmes, policiers et militaires seront mobilisés du 5 octobre au 4 novembre pour garantir la sécurité du scrutin à Yamoussoukro. Le compte-rendu de Walter Amadou et Zakaria Traoré. Du scrutin électoral dans une circonscription de Yamoussoukro. Des affrontements éclatent entre des jeunes des différents bords politiques dans un lieu de vote. Les forces de l'ordre, prêtes à réagir à toute éventualité, sont actives. Aussitôt, un plan de réaction est enclenché. L'intervention porte fruit et le scrutin peut suivre son cours normal. La vigilance demeure jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Mais une nouvelle alerte survient. Une route est barricadée, empêchant ainsi l'acheminement des urnes vers la commission électorale locale. Des renforts sont mobilisés sans tarder. La situation est maîtrisée grâce à une complémentarité parfaite de tous les acteurs impliqués dans cette mission de sécurisation. Les ordres sont donnés depuis un poste de commandement et exécutés sur le terrain. Il s'agit d'un exercice en prélude à la tenue prochaine de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Cet exercice est dénommé OPO Espérance. L'espérance symbolise l'union et un avenir de paix. Ça symbolise la détermination des armées à conduire ces opérations au profit des populations, à garantir une élection sécurisée et pacifique. Bien avant son exécution, les autorités administratives et coutumières ainsi que les représentants des couches socioprofessionnelles ont été rencontrés. Cela pour solliciter leur implication dans la réussite d'un processus électoral apaisé. Pour sa part, l'État va mobiliser 44 000 agents issus de différents corps pour la sécurité pendant le scrutin. 18 000 gendarmes, 18 000 policiers et 8 000 militaires. Nous attendons des populations qu'elles aient un comportement citoyen. Nous sommes leur armée, nous sommes leurs forces de défense et de sécurité, nous sommes membres de cette population et c'est à leur profit que nous travaillons.
À l'Académie des forces armées de Zambakro, un bilan de l'opération comprenant essentiellement les bons résultats et les points à améliorer a été présenté au général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. On retient également que l'opération de sécurisation de l'élection présidentielle débute le 5 octobre prochain pour s'achever le 4 novembre 2025. Et cette information pour continuer, la présidente du MGC et candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2025, Dr Simone Eyivi-Gbagbo, annonce qu'elle se retire des activités directes de la coalition pour l'alternance pacifique. Elle explique vouloir consacrer toute son énergie à la campagne électorale afin de porter devant le peuple les réformes démocratiques que la coalition n'a pas pu obtenir. Elle appelle toutefois ses partenaires de l'opposition à poursuivre ensemble le combat pour une Côte d'Ivoire réconciliée et souveraine. L'innovation au cœur de la jeunesse ivoirienne, la grande finale du concours Pépite 2025 s'est tenue récemment à Abidjan, mettant en lumière les élèves du secondaire et leurs projets ambitieux. Cette deuxième édition a vu la victoire d'Amazofo Orlan, qui a su convaincre par son talent et par sa créativité. Michel Mambo. Dans cette salle, parents, encadreurs et élèves sont venus prendre part à la finale du jeu concours scolaire Pépite, une initiative de Yes Africa qui met en lumière l'ingéniosité de la jeunesse ivoirienne. Ça a été une très belle aventure. Nous avons eu plus de 2800 inscrits de divers horizons de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu chez ces jeunes des projets très relevés qui parlaient de leur avenir avec beaucoup d'assurance et de conviction. Et c'est vraiment ça que nous voulons, susciter chez ces jeunes-là la volonté de réfléchir en amont sur ce qu'ils pourraient faire plus tard après le bac. Pour cette deuxième édition, ouverte aux élèves de seconde, première et terminale, les finalistes ont présenté des projets ambitieux dans divers domaines, architecture, médecine, aéronautique et autres. Au terme des délibérations, le jury a distingué les meilleurs. C'est un sentiment de joie, de stupéfaction aussi parce que vu le niveau de la compétition, je ne m'attendais vraiment pas à avoir ce premier prix-là. Je suis heureuse, je suis fière de moi et fière de voir que je peux être un modèle et contribuer au développement de mon pays. Je viens d'obtenir le prix du meilleur projet féminin. Je suis très heureuse, très fière, je me sens énormément honorée. Pour quelqu'un de timide, aujourd'hui venir s'exprimer devant la foule, c'est vraiment un grand plaisir. Grâce au soutien du FDFP, du Conseil des écoles catholiques d'Ottawa et de bien d'autres partenaires, le jeu concours Pépite s'impose désormais comme un véritable tremplin pour révéler les leaders de demain. Éducation toujours, Tomodi, le groupe scolaire public Binava a été entièrement rénové grâce à l'initiative d'un cadre de la ville, Tidiane Kaba Diakité. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée en présence des autorités locales, au grand soulagement des élèves et du personnel éducatif. Devisoyo Mahama Traoré. C'est l'une des plus anciennes écoles primaires de Tomodi. Le groupe scolaire Binava retrouve son lustre d'antan. Murs repeints, les 36 salles de classe sont désormais rénovées. L'école est même désormais dotée d'un forage en eau potable et d'une bibliothèque. Monsieur Tidiane Kaba, grâce à vos actions louables, nos enfants disposeront désormais d'un cadre d'apprentissage plus accueillant, plus sûr et plus propice à leur épanouissement. Pour Tidiane Kaba Diakité, cadre de Tomodi et directeur du domaine et de la conservation foncière à la Direction générale des impôts, cette cure de jouvence s'imposait au vu de l'apparence insalubre que présentait cet établissement ces dernières années. Nous avons commencé à travailler depuis 2 ans à rénover. On a mis en place donc une école qui est fonctionnelle. On l'a clôturée de telle sorte qu'il y ait plus de sécurité, que ce ne soit pas traversé à tout moment par des personnes qui n'ont rien à y faire. Et puis les nuits aussi, qu'il y ait de la sécurité. Et on a vu avec les autorités pour mettre de l'électricité, donc c'est électrifié. Cette remise de clés a également été l'occasion de primer les meilleurs élèves et enseignants du groupe scolaire Binava qui se sont distingués lors de l'année scolaire écoulée.
On parle maintenant de cohésion sociale avec les populations de Tchefrodouo dans la sous-préfecture de Laodiba, région du Gontogo, qui ont participé à la première édition du tournoi de la cohésion sociale. Cette compétition sportive a opposé les équipes de Bodé et Djempare dans une ambiance conviviale et fraternelle. Organisé à la veille des élections, ce tournoi visait à sensibiliser les communautés locales et à renforcer le message de paix, d'unité et de vivre ensemble. Sikwasi. Tchefrodouo, dans le département de Bandou. Le village accueille la finale du tournoi de la cohésion sociale doté du trophée Théodore Adou. L'équipe de Baudin remporte le trophée par 4 tirs au but contre 2 devant l'équipe de Djempare. À l'approche des échéances électorales de 2025, le vrai vainqueur ici, c'est la cohésion sociale entre les 14 localités qui composent la sous-préfecture de Laodiba. À travers ce tournoi, vous avez démontré que le sport est un puissant vecteur de cohésion sociale et de paix. Il rassemble les jeunes autour d'objectifs nobles, éloigne de la délinquance et donne à chacun l'occasion de révéler son talent. Travaillez dur, restez disciplinés et ne laissez personne vous faire croire que vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Ce tournoi de la cohésion sociale est à sa première édition dans la sous-préfecture de Laodiba. Dans l'actualité hors de nos frontières, la capitale malgache, Antananarivo, reste au ralenti ce vendredi avec la fermeture de la plupart des commerces et écoles suite à une journée de manifestation contre les coupures d'eau et d'électricité violemment réprimées la veille par les forces de l'ordre. Des pillages ont marqué ces événements causant des dégâts importants dans des supermarchés, banques et magasins d'électroménager. Un couvre-feu nocturne a été instauré jeudi soir. Si les forces de l'ordre restent visibles au centre-ville, la circulation reprend progressivement, bien que moins dense que d'habitude. Place à présent au sport dans ce journal. Samuel Mech, bonjour. Je vous passe la main pour parler de sport ce vendredi. Alors, on fait le point des éliminatoires de la CAN U17, zone UFOA-B. Ben oui, zone UFOA-B. Après 2 journées, la Côte d'Ivoire survole le groupe A, tandis que le Niger joue sa survie face à une équipe du Ghana. Donc en grande difficulté, le Bénin et le Togo déçoivent, eux, donc dans leur position. Et le point sur ce tournoi est fait à présent par Moyabi Diabaté. La Côte d'Ivoire domine le groupe A avec 2 victoires en 2 matchs, 5 buts inscrits et 0 encaissés. Solides offensivement et défensivement, les Éléphantos confirment leur statut de favoris et sont toujours insatiables. Il ne faut surtout pas casser l'élan amorcé ou cette dynamique enclenchée. Il faut toujours rester focus sur la compétition et garder au mieux les enfants dans une concentration maximale. Ce n'est pas pendant tous les matchs qu'on aura beaucoup d'occasions. Donc si on a eu beaucoup d'occasions, on les met ces occasions pour avoir plus de confiance. Parce que pendant tous les matchs, on aura des matchs où on va souffrir, où on aura beaucoup d'occasions. Donc si on marque plus de buts contre le Togo, ça sera bon pour la confiance pour le prochain match. Grosse surprise de la compétition, le Niger, relancé après sa large victoire contre le Togo, est 2e avant son match décisif contre le Ghana ce vendredi à 15h. L'heure n'est pas à la réjouissance. Nous allons rester concentrés pour jouer notre 3e match, pour aller chercher cette qualification. Dans le groupe B, le Bénin quitte la compétition sans gloire. Le Burkina Faso et le Nigeria, déjà qualifiés, s'affrontent pour la première place demain à 15h. Samuel Mech, on a vu une équipe des Éléphantos juniors qui n'ont pas fait dans la dentelle du tout. Ben c'est clair, cette équipe des Éléphantos n'a pas fait dans la dentelle et d'ailleurs poursuit sa marche donc en avant et elle veut la première place. Ça passe donc par une victoire face au Togo demain et puis à partir de là donc jouer crânement les demi-finales. La Côte d'Ivoire pourrait rencontrer soit le Nigeria, soit le Burkina Faso pour une place en finale parce qu'il faut retenir que dans ce groupe, seules 2 équipes seront qualifiées pour la CAN
CAN U17 et voilà, donc ce sont le premier et le deuxième et la Côte d'Ivoire voudrait avoir donc son ticket pour la finale parce que dès qu'on est en finale de ces éliminatoires, on est d'office donc qualifié pour la CAN U17. Cela donc va passer par une victoire en demi-finale. Justement, alors, quelles sont les chances de qualification de nos éléphantaux dans cette compétition? Les chances sont grandes avec un Bassiriki Diabaté donc qui donne un bon message à ces garçons et qui permet que ces garçons puissent se transcender et nous offrir le meilleur spectacle. En tout cas, on le sait, la Côte d'Ivoire n'avait pas meilleur visage l'an dernier. Cette année, nos U17 sont plus en confiance et manient bien le ballon. Et donc, ce sont des arguments assez solides que l'on continue d'observer. Et on peut le dire, la Côte d'Ivoire a de fortes chances d'être donc à cette CAN U17 qui d'ailleurs pourrait se tenir en Côte d'Ivoire parce que la Fédération ivoirienne de football est en train de négocier pour abriter donc en 2026 cette CAN des U17. Alors, on parle maintenant de sport, toujours de football, avec cette fois-ci l'OASU, avec la saison qui est lancée. Et oui, la saison 2025-2026 est lancée. L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires donc a lancé officiellement sa saison. C'était lors d'une conférence de presse organisée au stade Félix Houphouët-Boigny. Conférence de presse animée par Adama Doumbia, directeur général de l'OASU. Le point complet avec Salif Ouattara et Esso Jean-Silver. Pour cette saison 2025-2026, le programme des compétitions de l'OASU s'articule autour de 8 disciplines collectives et 4 individuelles. Grosse innovation, l'introduction du gaming et du petit poteau dans les compétitions. Donc cette discipline a fait son entrée officielle au sport scolaire universitaire avec l'OASU. Donc nous sommes très fiers de pouvoir apporter notre expertise de ce partenariat avec l'OASU pour développer l'e-sport en Côte d'Ivoire et montrer que la pratique des jeux vidéo, la pratique sportive des jeux vidéo peut être encadrée et doit être encadrée. Pour s'inscrire dans le temps, l'OASU a décidé de digitaliser la procédure d'inscription. Une digitalisation qui permettra aux établissements scolaires et universitaires de s'enregistrer de manière transparente. Pour les engagements, les établissements primaires devront débourser la somme de 5 000 francs CFA, quand ceux du secondaire et du supérieur payeront 10 000 francs CFA. Désormais, les achats de licences, le paiement des frais d'engagement et autres vont se faire via cette plateforme-là à travers Trésor Pay qui va permettre donc d'avoir une sorte de traçabilité dans les flux financiers et d'avoir des indicateurs performants. Nous pouvons annoncer que la saison 2025-2026 de l'OASU sera marquée par l'organisation effective des Jeux scolaires. Quelques jours avant cette conférence de presse ouvrant la saison 2025-2026, l'OASU avait réuni pendant 48 heures les grands acteurs impliqués dans la gestion du sport scolaire et universitaire, les structures compétentes au sein des ministères, les fédérations scolaires et universitaires, ainsi que les associations de parents d'élèves, afin de réfléchir à une véritable implication des établissements dans le rayonnement des compétitions OASU. La deuxième question qui est... La Côte d'Ivoire constitue un bon vivier, mon cher Abdoulaye, donc en matière de football. Oui. Et donc à cet effet, un tournoi de détection donc des pépites du football a été organisé. Et nous avons donc depuis le 23 septembre dernier plusieurs recruteurs des grands clubs qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des clubs comme Manchester United, Olympique de Marseille, OGC Nice. Donc tous ces recruteurs sont là et donc ce tournoi a permis à ces garçons-là de taper dans le ballon. Magat nous fait le point. Le tournoi national The Future is Now en 2025, le futur c'est maintenant, qui à sa première édition a réuni depuis le 23 septembre les pépites ivoiriennes du football et les plus grands recruteurs à Ivoire Academy, Sangon. L'objectif est de détecter les jeunes oiseaux rares issus de 8 centres de formation en vue de leur offrir une carrière professionnelle. Et le choix de la Côte d'Ivoire n'est pas anodin. Alors bon, ce qu'on aime, c'est un peu ce qu'on n'a pas en France, c'est ce qu'on vient rechercher un petit peu ici. Comme dit mon collègue juste avant, on cherche un peu de vitesse, de puissance, de technique. Et puis après à nous, chez nous, de peaufiner un peu le joueur et le rendre un jour top. Venus d'Europe, d'Asie et d'Amérique, ces recruteurs internationaux ont été gâtés quant à la qualité du vivier ivoirien, tant ils sont athlétiques et techniques. On a fait différentes détections. On a environ 14 recruteurs sur la Côte d'Ivoire qui sont partis eux-mêmes sillonner dans toute la Côte d'Ivoire. Il y en a qui étaient à Séguéla, d'autres à Korogo, d'autres qui sont partis à Dadané. Moi-même, je suis allé à Dadané un peu recruter. Et parmi tout cela, on en a sélectionné certains. Et ce qu'on espère, c'est que certains joueurs ont tapé à l'œil des recruteurs et qu'ils puissent, pourquoi pas, embrasser une carrière professionnelle. Horizon Afrique, c'est plus de 15 années d'expérience dans le management de joueurs et la structuration de projets footballistiques.
Et ça sera tout pour ce vendredi, Samuel Metch, on va dire. Effectivement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vendredi beaucoup. prochain, pourquoi pas. Merci à notre invité du journal des sports, Samuel Metch, pour sa bonne humeur. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition d'information, toujours sur RTI 1.